Et sans plus attendre, donc j'appelle le premier conférencier, donc Philippe Aghion, professeur au Collège de France et, comme Jean-Marie Tarascon l'a bien signalé, dernier prix Nobel d'économie en date. Donc nous sommes heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et il est titulaire de la chaire économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Et si je le précise, ce n'est pas innocent parce que ça aura un lien direct avec sa présentation qui va porter sur la décroissance. Philippe, à vous l'honneur. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir organisé cet événement. Oui, ah oui, il faut le micro. Ah oui, moi, en général, c'est compliqué parce que je suis quelqu'un de mobile. Ah oui, voilà, je préfère être comme ça. Merci beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Je suis plutôt mobile, en fait. Voilà. Donc, ravi de vous avoir ici. La décroissance est-elle inévitable? Alors évidemment, vous allez vous imaginer que, étant économiste de l'innovation et de la croissance, je vais donner une réponse nuancée à cette question. Voilà. Alors effectivement, s'il y avait un morceau de craie, mais il y a de la craie ici. Je vais voir si est-ce que j'ai de la craie. Oui, j'ai de la craie. Voilà. Vous avez peut-être entendu parler de la courbe de Madison. Si on regarde l'évolution du PIB au cours du temps, depuis, vous voyez, on arrive là à 1820, et on regarde ici le PIB mondial, ou le PIB mondial par tête, on voit qu'à peu près, alors c'est Madison, c'est un économiste qui s'appelait Madison, et qui a essayé de reconstituer à partir de données d'urbanisation parce que évidemment, eh bien, qu'est-ce qu'avait pu être le PIB mondial depuis Jésus-Christ, par exemple, d'accord, depuis l'an 0. Et il obtient un truc plus ou moins comme ça. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, et la croissance décolle vraiment là. Et si vous regardez l'évolution du PIB, le PIB mondial se met à décoller avec la première révolution industrielle en 1800-1820. Voilà. Et ça se passe en Europe d'abord, et puis après ailleurs. Et donc voilà, ça c'est une donnée importante sur l'histoire de la croissance. La croissance est un phénomène très récent, qui date d'il y a seulement 200 ans, alors que Sapiens, c'est au moins 10 000 ans, non? Je crois, c'est ça, non? Donc voilà, 200 ans, c'est rien du tout, quoi. C'est moins que 3 fois mon âge, alors vous vous rendez compte? C'est déprimant, hein, ça c'est... Bon, bref. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, pourquoi je mentionne ce fait? Parce que si vous regardez maintenant l'évolution de la température mondiale, vous voyez qu'elle se met à décoller exactement au moment où la croissance décolle. Vous voyez? C'est quand même la coïncidence. Alors c'est pas en soi une preuve de causalité, mais il y a quand même une coïncidence troublante entre le réchauffement climatique et le démarrage de la croissance telle qu'on la connaît maintenant. Donc voilà, alors ça ne suffit pas, hein. Vous ne pourriez pas vous faire publier dans une bonne revue d'économie si simplement vous montriez ces deux figures et vous disiez, eh bien voilà, c'est la preuve que la croissance est à la source de... Mais la coïncidence est quand même très troublante. Et en fait, si on regarde même plus récemment, c'est dommage que là l'image ne soit pas géniale. Disons, j'espère que... Ah oui, non, c'est avec cette image-là qui est pas... Non, la résolution n'est pas bonne. Mais vous voyez, la courbe jaune et la courbe bleue, c'est les émissions de CO2 de la Chine en jaune et de l'Inde en bleu. Et vous voyez en fait, eh bien, les émissions de CO2 par ces deux pays commencent à décoller au moment où la croissance dans ces pays décolle. Or, la croissance dans ces pays, ça a été la manière de sortir ces pays de la pauvreté. Parce qu'il faut bien se dire, il y a beaucoup d'économistes du développement, ils vont dans les villages, ils donnent $1 à Madame Michu et à Monsieur X. Je ne veux pas faire de blagues, mais en gros, quand même, ce qui a sorti les pays de la pauvreté, c'est la croissance. Il y a pas... C'est ça qui a réduit les inégalités mondiales. Alors les inégalités ont augmenté dans nos pays, mais au niveau mondial, elles sont réduites parce que des pays comme l'Inde et la Chine sont sortis vraiment de la pauvreté grâce à la croissance. Donc vous voyez, le gros problème, c'est que c'est très difficile d'aller dans ces pays-là et de leur dire, écoutez, arrêtez de faire de la croissance, parce que ça veut dire de la famine, ça veut dire de la... C'est un peu... Ils vont vous regarder un peu comme des bobos, quoi. Voilà, hein, dire voilà, c'est un luxe de chez nous, de pays développés, et de dire voilà la décroissance. Voilà, je voulais juste vous mentionner ça parce que effectivement le gros problème c'est que la croissance, on ne peut pas s'en passer, et en même temps c'est un fait qu'il y a une coïncidence troublante entre la croissance et les émissions de CO2.
Alors, évidemment, face à ça, donc on peut avoir deux attitudes. On peut dire, ben, l'un, c'est de faire de la décroissance vraiment hard, comme on dit, c'est-à-dire de revenir à avant 1820. Mais la croissance nous a donné à nous-mêmes des choses extraordinaires. On vit beaucoup plus longtemps qu'on vivait avant 1820. On vit beaucoup plus longtemps en bonne santé. La croissance, c'est l'innovation. Grâce à l'innovation, on opère en anesthésiant les gens. C'était horrible quand on devait vous enlever une appendice sans anesthésie. C'était ça le monde d'avant 1820. Voilà. Est-ce qu'on veut revenir à ce monde-là? Et puis, on a connu une expérience de décroissance en France chez nous. C'est le confinement qui a suivi le Covid. Entre mars et juin 2020, je crois que le PIB français a baissé de 35% et les émissions de CO2 de 8%. Est-ce que vous aimeriez qu'on revienne au confinement? C'est ça que... ça a eu qu'en même temps, on était obligé. Il n'y avait pas encore le vaccin qui était opérationnel, mais on sait que le confinement et que la décroissance, ça a des effets secondaires indésirables. Donc, est-ce qu'il y a une alternative à la décroissance? Alors oui, il y en a une, c'est l'innovation verte. Alors, je viens maintenant à qu'est-ce que j'entends par innovation verte? Je vais prendre un peu d'eau. C'est décompté du temps total. L'eau est décomptée. Ah, génial. Oh là là. Bon. Super. Ah, j'adore. C'est formidable. Alors, qu'est-ce que c'est que la croissance verte? Alors, l'innovation verte, d'abord, c'est l'innovation dans nos comportements. C'est un fait qu'il faut qu'on change de comportement. Il faut peut-être moins prendre l'avion, mais grâce au Zoom, on peut se permettre de moins souvent prendre l'avion. On laisse peut-être pas toutes les lumières allumées. On laisse pas le chauffage à plein tube le soir. On trie ses ordures. Voilà, on a des habitudes de sobriété. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc ça, c'est un peu quelque chose que les avocats de la décroissance recommanderaient. Vous voyez, de changer un peu vos comportements. Je pense que ça, c'est très très bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut d'autres innovations pour réduire ralentir le réchauffement climatique. J'appelle ça des innovations d'atténuation. Par exemple, découvrir des nouvelles sources d'énergie plus propres. On mise beaucoup sur la fusion nucléaire. Alors, il y a toujours la blague que c'est dans 40 ans, quel que soit le moment où on se trouve. Mais je crois beaucoup qu'on va y arriver à la fusion nucléaire. Je sais pas, c'est pas dans le domaine de Jean-Marie, mais peut-être Jean-Marie est plus optimiste. Enfin, moi, je suis assez optimiste, en fait, de nature. Il y a des innovations. Et Jean-Marie travaille lui-même sur les batteries, et il y a des choses extraordinaires que nous faisons. Donc, l'innovation, ça va être des nouvelles sources d'énergie, ça va être des manières de produire et de consommer avec moins d'énergie, avec moins, en tout cas, d'énergie fossile. Et donc, tout ça ralentit le rythme, l'accroissement de la température. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des innovations d'atténuation. Tu vois, tu as nouvelles sources d'énergie ou produire avec moins d'énergie, etc. Tu as ce qu'on appelle ensuite des innovations d'adaptation. Par exemple, c'est évident qu'il va falloir de plus en plus de systèmes d'air conditionné. Il y a des pays, il y a des endroits où ça sera invivable sans air conditionné. Alors, il faut trouver des systèmes d'air conditionné qui consomment moins d'énergie et meilleur marché. Ça, c'est de l'innovation qui va vous le donner. On va devoir construire des digues parce que le niveau de la mer est en train de monter. Donc, il va falloir construire de meilleures digues. Peut-être que là aussi, il y aura de l'innovation. Et puis, il y a des gens qui travaillent sur des innovations d'amélioration. Je sais, quand je mentionne ça, il y a des fois des petits sourires. Voilà. Mais il y a des gens qui pensent qu'on va pouvoir refroidir l'air. Alors, je vais vous en parler, parce que peut-être que Jean-Marie trouve que c'est complètement pas ce qu'il en pense. Mais, par exemple, le département de physique d'Harvard, qui n'est pas entièrement composé de zozos, eh bien, il travaille sur ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Alors, vous savez, vous savez pas, quand il y a des éruptions volcaniques, l'air se refroidit. Pourquoi? Parce que pendant l'éruption volcanique, et là, à nouveau, je parle sous le contrôle de Jean-Marie, on émet des particules de soufre. C'est ça ça émet des particules de soufre qui font écran avec le soleil et qui refroidissent l'air. C'est plus ou moins ça, non? Donc voilà. Eh bien, l'idée, c'est ce département de physique de Harvard, il y a plusieurs personnes qui essayent de maîtriser cette technologie et de dire, voilà, on pourrait reproduire ce que fait l'éruption volcanique, d'émettre du soufre. Alors évidemment, il y a des effets secondaires sur les récoltes, mais ça peut refroidir l'air. Il y a des gens qui travaillent sur des abat-jours géants dans l'espace.
Je ne sais pas si j'ai jamais entendu parler de ça. L'idée, c'est de mettre des abat-jours géants et ça fait écran avec le soleil. Voilà. En tout cas, l'innovation, les idées n'ont pas de limite, quoi. On peut trouver plein de choses. Donc l'innovation verte, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Alors maintenant, le gros problème, c'est que les entreprises souvent, comme les innovations, c'est les entreprises qui les font. C'est-à-dire que c'est pas uniquement l'État, c'est les entreprises qui innovent. Parce qu'elles espèrent tirer un profit de l'innovation. Elles brevettent leurs innovations, et puis elles exploitent leurs innovations, et elles font des profits de l'innovation. Et ce qui incite à innover, c'est l'approche schumpeterienne que j'ai développée, mais c'est la réalité. C'est que les gens innovent parce qu'ils espèrent tirer un profit de leur innovation. D'accord ? Le problème, c'est que les entreprises qui ont innové beaucoup dans des technologies polluantes dans le passé tendent à continuer à faire ce qu'elles savent bien faire. Et donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de dépendance au sentier, d'accord ? Vous continuez de faire vous continuez avec les mauvaises habitudes. Alors, du coup, la mauvaise nouvelle, c'est que s'il n'y a aucune intervention de l'État, des gouvernements, eh bien, si vous partez d'une économie où les entreprises dans le passé ont beaucoup innové dans des technologies polluantes, eh bien, elles vont continuer d'innover dans des technologies polluantes, et là, vous partez dans le mur, d'accord ? Donc, il y a le rôle du gouvernement, des États, pour rediriger l'innovation des entreprises des technologies polluantes vers des technologies vertes. Et là, il y a plusieurs outils pour le faire. Il y a notamment la taxe carbone. Si vous taxez le carbone, vous réduisez le marché pour les technologies polluantes, et c'est un des moyens de rediriger. Mais il y a des limites à la taxe carbone, et ça va nous amener au problème des inégalités, et j'y reviens tout à l'heure. Il y a également la subvention à l'innovation verte. Je peux directement, au lieu d'utiliser le bâton, je peux utiliser la carotte également. Et en fait, on a besoin des deux. D'accord, voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire. Donc en fait, il y a un rôle de l'État, déjà pour rediriger. Il y a aussi un rôle de la société civile. Si par exemple les consommateurs sont informés et sont concernés par l'environnement, et qu'ils sont informés que telle ou telle entreprise pollue beaucoup, eh bien ça peut inciter. Du coup, les consommateurs se réorientent vers des entreprises. Ils achètent davantage venant d'entreprises qui sont vertueuses. Eh bien ça, j'ai montré dans des travaux avec des collègues que ça aussi, c'est quelque chose qui pousse les entreprises à innover vers le vert. C'est-à-dire que la société civile, il n'y a pas que l'État qui peut jouer un rôle, la société civile également peut jouer un rôle. D'accord ? Donc voilà. Alors, juste je voulais dire, à partir de quelles sont les autres implications de cette dépendance au sentier ? Un, c'est que ce que j'appelle la destruction créatrice, ça aide. Qu'est-ce que c'est que la destruction créatrice ? La destruction créatrice, c'est des nouvelles activités qui remplacent d'anciennes activités, des nouvelles entreprises qui remplacent d'anciennes entreprises. Les nouvelles entreprises, elles n'ont pas le problème de la dépendance au sentier, justement parce qu'elles sont nouvelles, quoi. Donc l'avantage de la destruction créatrice, c'est que ça fait venir des entreprises qui n'ont pas des mauvaises habitudes. Et en général, c'est les entreprises plus jeunes qui conduisent la transition écologique. Mais malheureusement, c'est souvent les entreprises qui ont le moins d'accès au financement. Et dès qu'il y a une crise financière, ce sont ces entreprises-là qui sont le plus heurtées. Donc ça, c'est une difficulté, évidemment. Les entreprises qui ont vocation à conduire la transition climatique sont celles qui ont le plus de mal à se financer, et qui, dès qu'il y a une crise ou des restrictions, c'est les entreprises qui sont le plus directement obligées de couper dans leurs dépenses de recherche et développement. Une autre implication, c'est qu'il faut agir maintenant. Pourquoi il faut agir maintenant ? Donc la courbe en vert, c'est si j'agis maintenant l'évolution du PIB. D'accord ? Donc j'agis maintenant. Alors évidemment, il y a un coût. Ça veut dire quoi, agir maintenant ? J'oblige les entreprises, moi l'État, qui sont très bonnes dans l'innovation dans les technologies polluantes, et je les oblige à innover dans les technologies vertes. Alors comme je les oblige à faire un truc où elles sont moins bonnes, pendant un certain temps, la croissance va baisser, évidemment. Si vous êtes très bon à cuisiner et pas très mauvais à danser, et je vous oblige à danser, à un moment donné, pendant un certain temps, la croissance va baisser. D'accord ? Mais le problème, c'est que si j'attends avant d'intervenir, les entreprises vont continuer d'innover dans des technologies polluantes. Donc, l'écart entre les technologies polluantes et les technologies non polluantes va s'accroître. Et ça veut dire qu'il va falloir intervenir beaucoup plus longtemps, plus tard. Vous voyez, c'est comme le dentiste, quand vous avez une carie et que vous attendez pour aller chez le dentiste, la carie s'approfondit, et ça veut dire qu'il faut passer la fraise plus longtemps. D'accord ? C'est la même chose là. Si on attend pour agir, le problème s'aggrave. Donc c'est pire pour les générations futures. D'accord ? Et donc ce qui se passe, la courbe en rouge, c'est l'évolution du PIB. Si j'attends, évidemment, on est au-dessus de la courbe en vert, mais à un moment donné, je vais devoir agir beaucoup plus dur, et du coup, la courbe rouge passe en dessous de la courbe verte. Vous voyez ? Donc à court terme, évidemment, j'ai plus de croissance, puisque je n'ai pas obligé les entreprises à s'orienter vers des activités où elles sont moins bonnes, mais à long terme, je vais devoir
agir de manière beaucoup plus durable et forte, et ça va restreindre beaucoup plus la croissance. Donc il y a l'idée qu'il faut agir dès maintenant, d'accord ? Et puis il y a une troisième idée importante, c'est que, eh bien, il y a deux sources de ce qu'on appelle d'externalité. Il y a d'abord l'externalité de pollution. Si je pollue, ben, ça embête tout le monde. Ça gêne la production des autres, quoi, et la consommation des gens. La deuxième chose, c'est la dépendance au sentier. Ça, c'est plutôt une externalité technologique. C'est-à-dire que si j'innove dans le polluant maintenant, eh bien, ça va influencer non seulement les gens qui sont autour de moi qui vont innover dans la même chose, polluant aussi, parce qu'ils imitent ce que je fais, mais moi-même plus tard. Donc il y a deux types ce que tu appelles d'externalité, hein, c'est-à-dire de choses qui ne sont pas internalisées par les agents. Hein. Quand je pollue, je ne prends pas en compte ce qui se passe chez les autres. Quand j'innove dans des technologies polluantes, je ne prends pas en compte moi-même plus tard ou les autres maintenant dans leurs décisions d'innovation. Et du coup, comme il y a deux sources d'inefficacité, eh bien, il faut deux instruments, et notamment la taxe carbone et la politique industrielle verte. Donc la taxe carbone, ça ne suffit pas. Voilà. Alors je vais arriver presque au bout de ma présentation. Simplement, ce que je veux dire, c'est que la taxe carbone seule, c'est pas bon. Les Américains, ils ont fait beaucoup de la politique industrielle verte. Ils ont d'abord un truc qui s'appelle la ARPA énergie. Alors la ARPA, c'est une manière assez pro-concurrence de faire de la politique industrielle. L'argent vient de l'État. Ils ont des chefs d'équipe, des programmes managers qui suscitent des projets pour remplir une mission. Donc ils ont la ARPA énergie. C'est une manière, ils ont eu ça d'abord dans la défense, la DARPA, défense-espace, pour remplir la mission de mettre un homme dans l'espace dans les 2 ans. Ils ont eu la BARDA en biotech. Ça a été très important. C'est comme ça que vous êtes tous là, grâce au vaccin à ARN messager. C'est grâce aux Américains et à la BARDA qu'on a pu les produire en masse, d'accord ? S'il n'y avait pas eu la BARDA, on serait encore en Zoom. Hein. Voilà. Et donc voilà, donc c'est une manière moderne. Donc les Américains ont fait beaucoup de politique industrielle verte et ils ont eu l'IRA, la Inflation Reduction Act, qui était aussi une manière de faire de la politique industrielle. Les Chinois, ils font aussi de la politique industrielle. Et nous, les Européens, on s'est braqués sur la taxe carbone. On a dit prix du carbone, taxe carbone, etc. Et le problème, c'est qu'il faut la taxe carbone. Parce que si je n'ai pas de taxe carbone, même avec les meilleures technologies alternatives, les entreprises ou les agents vont continuer d'avoir les mauvaises habitudes. Donc il vous faut un prix du carbone qui augmente au cours du temps. Il vous faut une taxe carbone. Mais le problème, c'est que le bâton seul, ça ne suffit pas, quoi, parce que ça devient trop dur. Et nous l'avons vu avec les Gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes ? Et là, on est en plein dans le problème des inégalités. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des gens qui habitent dans les grandes banlieues. Il y a des RER à Paris, mais il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas, par exemple, Lyon. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont de Lyon, c'est l'horreur. Vous avez essayé de circuler à Lyon ? On ne peut pas, quoi. Parce qu'il n'y a pas de RER à Lyon. Il y a des métros, mais il n'y a pas de RER. Et dans la plupart des villes françaises, ils ont peut-être des métros maintenant, mais ils n'ont pas de réseau express régional, d'accord, de trains de banlieue, qui soient bons, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, on a encouragé pendant des années des gens à habiter dans des grandes banlieues de villes, à se construire des pavillons et à acheter des voitures diesel. Et puis, tout d'un coup, certaines personnes que je ne nommerai pas, ont trouvé très malin de dire « Allez hop, j'augmente le prix du gasoil ». Ces gens-là n'avaient aucune alternative. Il n'y avait pas de tramway, il n'y avait pas de système de RER. Donc, ils se sont sentis pris en otage. Et évidemment, les bobos parisiens, nous, ils étaient moins affectés, évidemment. Hein. Ou les personnes qui décidaient de là où ils étaient moins affectés. Ils ne voyaient pas le problème des gens qui étaient dans les grandes banlieues. Et ça a causé ce que ça devait causer, c'est-à-dire le mouvement des Gilets jaunes. Donc, il faut des alternatives. Ça veut dire que la taxe carbone, ça ne suffit pas. Il vous faut construire des tramways, des systèmes de réseau express régional, des sources alternatives. Et ça, vous ne le faites pas qu'avec la taxe carbone. Vous avez besoin d'une vraie politique industrielle verte. Donc, il vous faut et la taxe carbone et la politique industrielle. En Europe, on a fait trop de taxes carbone et pas assez de politique industrielle. Aux États-Unis, on a peut-être fait l'inverse, un peu trop de politique industrielle et pas assez de taxes carbone. Je veux terminer avec quelques sur la décroissance. Ma position par rapport aux économistes à décroissance, je pense qu'ils disent beaucoup de choses justes, en fait. Ils disent d'abord, il faut être sobre. Ils ont raison. Ils vous disent ensuite, il faut aller de la quantité vers la qualité. Ils ont raison. Ils vous disent ensuite, la croissance mesurée du PIB, ça ne reflète pas tout. Ils ont raison. Donc ils ont raison sur beaucoup de choses. Néanmoins, je suis pour l'innovation quand même. Alors, je vais vous raconter une histoire. Et l'histoire est la suivante, et après je termine, parce que je commence à être un peu long, là, je crois que j'ai dépassé les 20 minutes, non ? Ça va encore, mais je vais quasiment terminer. Hein. Voilà. Eh bien, en fait,
j'ai développé un modèle de décroissance endogène. Vous savez, il y a la croissance endogène, et moi je parle de décroissance endogène. Alors c'est quoi, c'est la décroissance endogène? D'abord, il faut voir qu'il y a des biens que, par exemple, si vous regardez les voitures de luxe, où vous allez dans un restaurant de luxe qui ne m'arrive pas tous les jours, donc il y a des plats très raffinés ou des voitures très chères. Qu'est-ce que c'est que des voitures très chères ou des mets très raffinés? C'est surtout beaucoup de services qui ont été mis sur ces choses-là. C'est ça qui fait. Les biens où la qualité est très valorisée, c'est des biens très, très intenses en service. Voilà. Donc ça, c'est la première remarque que je veux faire, d'accord? Donc voilà, les biens diffèrent de par l'importance des services utilisés dans leur production et l'importance de leur degré de qualité pour les consommateurs. Or, les deux vont de pair, les voitures, les restaurants, un bon plat cuisiné, etc. Bon. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'une production qui repose davantage sur les services génère moins d'émissions de CO2. Et ça, on peut le voir. C'est, par exemple, nous, on a regardé, on dit que, voilà, par exemple, tu regardes des biens, le cost share, alors ça, c'est de l'anglais, mais c'est la part des services dans la production du bien, d'accord, en termes de coût. Quelle est la part des services dans le coût de revient du bien, quoi. Et la pollution, et l'intensité, et la pollution par unité de biens produits. Et vous voyez que plus les services jouent un rôle important dans la production, moins la production du bien génère de la pollution. Okay, ça, c'est vrai d'un bien à l'autre. Mais c'est également vrai dans les pays où la part des services dans l'emploi total est plus importante, polluent moins. Les régions américaines, les comtés américains où la part des services est plus importante, polluent moins. Donc c'est très intéressant parce que les biens intensifs en qualité sont des biens intenses en service et dont la production est moins polluante. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, eh bien, à mesure que vous devenez plus riche, vous tendez à aller vers des biens comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les biens de base, il y a les biens de consommation de base, mais quand vous devenez plus riche, ben vous tendez à accroître la proportion des biens qui sont comme ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que quand un pays se développe, eh bien, il y a une tendance à aller vers des biens dont la production est moins polluante. Ça ne veut pas dire que les plus riches polluent moins, parce que les gens très riches prennent des avions personnels tout le temps. Donc c'est pas ça que je suis en train de dire, hein, d'accord? Je ne suis pas en train de faire l'éloge des gens qui achètent leur avion privé avec les niches patrimoniales. Hein. C'est pas du tout ça que je suis en train de faire là. Donc voilà. Mais donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que le développement, eh bien, il amène, parce que justement, à mesure qu'on se développe, à consommer davantage de ces biens-là, c'est une force qui vous amène vers le moins polluant. Donc c'est intéressant parce que je vois que, vous voyez, quand on se développe, les pays, ils augmentent la part des services typiquement et réduisent la part des biens manufacturiers. Et alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment l'innovation va s'adapter à la demande. Quand on voit, si on sait que les consommateurs, eh bien, ils sont de plus en plus intéressés par la qualité sur la quantité, eh bien, l'innovation, elle va elle-même aller vers la qualité plutôt que vers la quantité. Donc vous allez avoir la part de la recherche qui va vers la quantité, elle va croître de moins en moins. Et si on sait que maintenant, c'est vraiment que la qualité, ça va de pair avec des biens moins polluants, et bien ce qui va se passer, c'est que les émissions vont tendre à baisser à un moment donné. Et alors évidemment, on peut hâter le mouvement avec la politique du gouvernement. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on mesure bien, c'est la production quantitative. Les innovations quantitatives se reflètent bien dans le PIB. Mais la croissance du PIB ne mesure pas la qualité. Par exemple, le fait que maintenant, vous avez moins mal chez le dentiste qu'il y a 60 ans, c'est pas dans le PIB. Le fait que vous économisez du temps en allant plus dans des agences de voyage parce que vous pouvez réserver vos billets, c'est pas dans le PIB. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, à mesure que les pays se développent, eh bien, la croissance passe d'une croissance par la quantité à une croissance par la qualité, qui est moins bien mesurée par le PIB et qui est intensive en service. Vous voyez, je veux dire? Et donc, on reprend beaucoup des idées de la décroissance, mais on a quand même de la croissance. Peut-être que la croissance mesurée baisse, mais la croissance des utils, la croissance de votre qualité de vie, qui est ce qui compte, elle va continuer d'augmenter. Vous voyez? Et on peut hâter ce mouvement-là par des politiques appropriées, en donnant les bonnes subventions. Et à nouveau, la taxe carbone ne suffira pas. Il faut également une politique industrielle intelligente. Donc je vais vous donner je vais terminer par là. Si maintenant vous décidez que vous voulez complètement punir des pays comme la Chine et l'Inde, qui polluent un peu plus que nous parce qu'ils n'ont pas forcément le choix, eh bien vous allez retarder leur développement.
Et donc, vous allez retarder leur évolution vers des économies qui polluent moins. Et donc, il faut prendre ça en compte quand on décide ou pas d'être, eh bien, de faire des mesures protectionnistes contre ces pays. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Aguillon. Je vais vous reprendre aussi le... Moi, j'ai tout piqué, là. Ah non, il est là-bas. Je vais le chercher, ne vous inquiétez pas. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole, merci beaucoup, à la deuxième intervenante, que je vais... Voilà, Madame Kathleen Schubert, qui est professeure à Paris 1 Panthéon et à la Toulouse School of Economics. Là. Voilà, et si vous voulez utiliser le pointeur, c'est là. Super, merci. Donc je vais, bien sûr, vous parler de climat et inégalité, de façon peut-être un peu plus classique, disons, que Philippe. Et donc, je vais commencer peut-être par définir, en fait, ce dont on parle. Qu'est-ce que c'est que ces questions de climat et d'inégalité? Donc, d'abord, pour les inégalités. Donc, traditionnellement, dans ces questions-là, on distingue trois types d'inégalités, en fait. D'abord, les inégalités de responsabilité. Ça, Philippe en a parlé. C'est, premièrement, la question de responsabilité historique. Je vais vous montrer un graphique tout de suite qui montre que les responsabilités historiques, ceux qui ont le plus émis de gaz à effet de serre, qui ont causé le réchauffement climatique, c'est les pays qui se sont développés en premier, à cause de la relation dont Philippe vous a parlé entre décollage de la croissance et décollage des augmentations de température. Ensuite, ça c'est au niveau mondial. Ensuite, vous avez des inégalités de responsabilité au niveau des gens, en fait, à l'intérieur d'un pays. Les plus riches ont des modes de vie plus polluants, en fait, parce qu'ils consomment plus de biens intensifs en énergie, par exemple. Et donc, ils concentrent les émissions et ils ont des modes de vie, donc comme j'ai dit, plus polluants. Ça, c'est le premier point, responsabilité. Deuxième point, exposition. Donc, les inégalités d'exposition, c'est qui va subir les dommages dus au réchauffement climatique. Donc, c'est très variable, c'est fonction de la géographie. Par exemple, vous voyez bien qu'à cause de l'élévation du niveau des mers, les petites îles ou les zones côtières vont être submergées, donc ceux-là vont subir de plein fouet les conséquences du réchauffement. Les régions arides qui vont encore plus se désertifier, s'aridifier d'eux-mêmes. Donc, la géographie joue un rôle. Pas uniquement la géographie, le type d'activité économique aussi. Donc les zones agricoles seront probablement beaucoup plus touchées que les zones qui produisent des services, par exemple, parce que l'agriculture est extrêmement sensible au climat, bien sûr. Et puis le type d'habitat, donc les gens qui vivent dans des passoires thermiques ou dans des habitats de mauvaise qualité ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir la clim, etc., ceux-là vont subir aussi beaucoup plus ces dommages. Et enfin, la vulnérabilité. Donc, inégalité de vulnérabilité. Donc, il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres. Certains auront des capacités d'adaptation importantes, pourront installer la clim chez eux, pourront aller habiter à la montagne, pourront quitter leur île pour aller habiter ailleurs, etc. D'autres gens seront beaucoup plus limités dans leur capacité d'adaptation. Ils auront un accès moins important, par exemple, à l'assurance ou aux services publics qui leur permettront de résister au choc, etc. Donc vous voyez que ces inégalités sont de plusieurs ordres, et donc je vais essayer de regarder un peu plus en détail ce qu'il en est concrètement. Parce qu'en fait, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de dépasser cette liste pour essayer de regarder concrètement qui c'est exactement ces gens-là ou ces pays qui subissent ces questions, ces problèmes. Alors, voilà, donc ça c'est au niveau nord-sud. Donc d'abord les contributions historiques des pays au réchauffement. Donc là c'est un graphique qui vous montre donc différents pays, et puis en ordonnée vous avez les émissions cumulées au cours du temps de CO2. Cumulées, ça veut dire qu'on ajoute les émissions produites chaque année, et ça commence en 1850. Donc vous voyez que c'est très clair, le plus, c'est les États-Unis qui ont émis au cours du temps le plus d'émissions cumulées, donc ça c'est très clair. Ensuite l'Europe, ensuite la Chine, Russie, Royaume-Uni, Japon, Inde, Canada, Ukraine, Afrique du Sud, etc. Donc les responsabilités historiques, c'est les États-Unis, l'Europe et la Chine.
Donc ça, c'est la même chose, mais simplement on rajoute, c'est pas juste les émissions de CO2, là, on rajoute la déforestation, le changement d'usage des terres. Et vous voyez là que en vert, c'est la déforestation qui est ajoutée aux émissions de CO2 qui étaient dans le graphique précédent. Vous voyez que le Brésil, par exemple, et l'Indonésie gagnent beaucoup de place d'un coup parce qu'ils ont beaucoup déforesté. Okay, voilà pour les responsabilités historiques depuis la révolution industrielle, 1850 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est les périodes plus courtes. Donc là, je commence en 1960 et on regarde un certain nombre de pays. Et ce que vous voyez là, typique, c'est la croissance des émissions de la Chine au moment où sa croissance économique a décollé. Donc c'est ce qu'a dit Philippe tout à l'heure. Vous voyez aussi la même chose sur l'Inde. Et ce que vous voyez aussi, c'est que les émissions annuelles de la Chine, donc au bout, là, en 2024, elles sont bien plus importantes, en fait, que les émissions annuelles des États-Unis, de l'Europe, etc. Donc vous voyez tout de suite que ça va poser un problème énorme dans les négociations climatiques, où la Chine, l'Inde vont dire aux États-Unis et à l'Europe, c'est vous les responsables des émissions historiques, donc c'est vous qui devez régler le problème. Et les États-Unis vont dire, ah ben non, maintenant, aujourd'hui, c'est vous les gros pollueurs, vous les Chinois, donc c'est vous qui devez régler le problème. Donc vous voyez que ça va devenir très très compliqué à cause de ça. Là, à gauche, c'est les émissions par tête, pour corriger un petit peu ce que je viens de vous dire sur le graphique précédent. Le graphique précédent, c'était les émissions totales. Là, c'est les émissions par tête des mêmes pays. Et vous voyez que même si les États-Unis, en niveau, donc en total, ont des émissions maintenant bien moins importantes que la Chine, par tête, c'est pas vrai. Donc par tête, les émissions des États-Unis ont baissé de façon importante, mais elles sont toujours au maximum mondial. Et sur le graphique là-bas, j'ose pas dire droite et gauche parce que, bon, mais pour vous, c'est droite. Vous voyez, par exemple, qu'en moyenne, un Français émet 2 fois moins de gaz à effet de serre qu'un Américain, mais 2 fois plus qu'un Brésilien. Donc vous avez de grosses inégalités par tête qui sont dues à des inégalités de niveau de vie, en fait, simplement. Donc voilà pour le constat de ces inégalités au niveau mondial. Maintenant, maintenant, la vulnérabilité. Donc ceci, c'est un exemple, hein, parce qu'il y a pas mal d'indices de vulnérabilité qui sont disponibles dans la littérature. Mais ça, c'est un exemple d'un indice de vulnérabilité qui est fait par l'université de Notre-Dame, c'est une université canadienne. Donc, il regarde pour les différents pays les différentes dimensions. Donc, l'exposition, la vulnérabilité dans l'alimentation, l'eau, la santé, services écosystémiques, habitat, infrastructure. Et il regarde la préparation, c'est-à-dire la capacité d'un pays à résister en fait au choc climatique. Et donc, ça donne cette carte-là. Et ce que vous voyez, c'est que les pays les plus rouges, les plus rouges sont les pays les plus vulnérables, qui ont l'indice de vulnérabilité les plus élevés. Et vous voyez que c'est surtout l'Afrique et l'Amérique du Sud qui, à la fois au niveau des responsabilités historiques et à la fois au niveau des émissions actuelles, ne pèsent rien en fait. C'est ça qui est dramatique. C'est que, c'est ça peut-être le message qu'il faut que vous reteniez, c'est que les pays les plus vulnérables actuellement, et les continents, donc sont l'Afrique et surtout l'Afrique et aussi l'Amérique du Sud, qui ne pèsent quasiment rien en fait, ni en termes d'émissions actuelles, ni en termes de responsabilité historique. Voilà. Donc ça, c'est pour le Nord-Sud. Maintenant, interne. À l'intérieur d'un pays ou au niveau mondial, en regardant juste tous les habitants de la planète, au niveau des responsabilités, donc c'est des chiffres qui sont assez grossiers, mais à peu près les 10% les plus riches de la population mondiale sont responsables d'environ la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, c'est très inégal. Et les 50% les plus pauvres, c'est entre 10 et 20%. Voilà, donc vous avez là-bas sur la droite un graphique qui vous détaille un peu ça, donc je vais pas le regarder, mais enfin, en gros, il faut retenir qu'il y a aussi des inégalités liées à la richesse des individus. Ça, c'est en termes de responsabilité et d'émission. En termes d'exposition, de même, quand on regarde dans les détails de l'habitat des gens, de ce qu'ils peuvent... comment ils peuvent réagir au choc, etc., on voit que les plus pauvres sont les plus vulnérables, très clairement. Donc, en général, les quartiers pauvres sont plus exposés à la chaleur parce qu'ils ont moins d'arbres, ils sont moins
moins aéré, etc. Moins de climatisation, moins de capacité à investir dans l'adaptation, donc beaucoup plus difficile de faire rénover son logement, par exemple, pour faire de l'isolation thermique, etc. Donc, les inégalités d'exposition c'est probablement les plus pauvres qui seront les plus touchés. Il y a quelques exceptions. Par exemple, pensez en France à l'élévation du niveau de la mer. En général, les gens qui habitent au bord de la mer ou qui ont des villas sur la côte, c'est plutôt des gens riches. Donc là, c'est pas forcément pour ce problème-là les gens les plus pauvres qui vont souffrir, mais en moyenne, les plus pauvres sont plus exposés, c'est clair. Voilà, donc ça c'était vraiment un truc un peu général sur ces questions d'inégalité liées au climat. Maintenant je vais faire un peu un focus sur l'Europe, sur les événements extrêmes et sur l'adaptation. Donc l'Europe, c'est un continent qui se réchauffe rapidement, c'est le continent qui se réchauffe le plus rapidement d'après les données qu'on peut avoir. Et c'est un continent dans lequel on observe déjà une augmentation de la fréquence, l'intensité, la durée des événements climatiques extrêmes, c'est-à-dire vagues de chaleur, donc canicules, sécheresse, inondations, incendies. Moi, ça fait longtemps que je travaille sur le climat, et en fait, ce qui est très clair, c'est que les choses ont été beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, en fait. Quand j'ai commencé à travailler sur le climat, on disait le climat, ce sera les générations futures. En fait, ça y est, quoi. Les gens qui sont maintenant exposés sont là. C'est plus vos enfants, c'est vous. Donc, on assiste vraiment à une augmentation de l'intensité et de la fréquence de ces événements. Je vous ai mis là quelques chiffres pour vous dire que non seulement ça cause des morts, des dégâts, beaucoup de dégâts, mais aussi ça coûte cher. Par exemple, donc la sécheresse de 2022 en France, ça a coûté des 5 milliards d'euros. Les tempêtes de novembre 2023, 1,3 milliard d'indemnisation. La canicule de 2025, 9 milliards d'euros. Ça, c'est les assureurs qui vous disent ça. Hein, qu'est-ce que ça coûte? Les assureurs et puis l'État. Le coût des catastrophes naturelles a quadruplé aujourd'hui par rapport à ce qu'il était dans les années 80. En Allemagne, les inondations catastrophiques de juillet 2021 ont coûté 30 milliards d'euros. C'est énorme, hein, etc. Donc, par exemple, la Slovénie, on estime qu'eux aussi ont subi des inondations en 2023 et qui ont causé une perte de 16% du PIB. C'est absolument colossal. En Espagne et en Italie, vous avez des feux de forêt, des sécheresses, c'est très mauvais pour l'agriculture et le tourisme, etc. Donc, vous avez la BCE, par exemple, la Banque Centrale Européenne, qui fait des stress tests climatiques, qui regarde avec des modèles ce que vont coûter ces événements extrêmes, et en fait, on trouve des chiffres vraiment très, très élevés. D'accord ? Donc c'est un problème extrêmement sérieux. Donc ça passe par quel mécanisme ? Alors du côté de l'offre, il y a beaucoup de mécanismes. Il y a le fait que quand il fait plus chaud, les gens sont moins productifs dans l'agriculture. Tous les gens qui travaillent dehors, en fait, quand il fait très chaud, c'est très difficile pour eux. Ou les gens qui travaillent à l'intérieur mais sans climatisation. Donc il y a des pertes dans l'agriculture, des pertes dans la production d'énergie, des destructions d'infrastructures. Du côté de la demande, donc, le tourisme est affecté, la consommation est affectée dans les zones touchées, l'investissement réagit mal parce que les investisseurs n'aiment pas les risques, donc quand il y a des risques accrus, c'est mauvais pour l'investissement. Il y a des problèmes d'inflation, il y a des problèmes de prix du foncier. Si vous habitez dans une région régulièrement touchée par des catastrophes climatiques, au bout d'un moment, votre maison ou votre terrain ne vaut plus rien. Etc. Donc les finances publiques sont sous tension pour les indemnisations et les assurances aussi. Les assureurs vous disent qu'il y a des endroits où ils vont arrêter d'assurer en fait. Il y a des risques d'inassurabilité et ça c'est très compliqué parce que les gens qui sont plus assurés vont vraiment prendre les chocs de plein fouet. Alors les sources d'hétérogénéité, pour revenir à la question des inégalités, en fait elles sont nombreuses, c'est-à-dire que il y a des hétérogénéités spatiales très importantes entre les régions, les territoires, comme on dit maintenant, et puis des hétérogénéités selon l'échelle des revenus. Donc dans la dimension spatiale, si on reste à s'intéresser à l'Europe, vous voyez que le sud de l'Europe, où il fait déjà chaud, va être plus exposé à la chaleur et à la sécheresse, c'est mauvais pour l'agriculture, le tourisme. Les régions côtières sont menacées par les inondations, l'intrusion d'eau salée.
les régions qui sont à côté de fleuves, où il y a des risques d'inondation aussi. Les zones de montagne sont particulièrement frappées, à la fois par le recul des glaciers, l'effondrement des formations rocheuses, comme on a vu cette année en France, baisse de l'enneigement, qui va les obliger à changer complètement de modèle économique. Et sur les revenus, la dimension des revenus, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, les régions et les populations avec des revenus faibles, des taux de pauvreté importants, auront des capacités d'adaptation plus faibles. Enfin, ces événements, ces catastrophes peuvent se propager, c'est-à-dire ça peut se cumuler. Il faut vraiment réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a des territoires ou des personnes qui vont se prendre toutes les catastrophes de plein fouet, et est-ce que ces catastrophes qui se propagent peuvent affecter à la fois la sécurité alimentaire, la santé publique, l'économie, etc. Voilà, donc risque en cascade. Et pour dire un mot sur la politique climatique, peut-être qu'on en reparlera dans les questions, je ne vais pas beaucoup vous parler de politique climatique, mais on voit que la politique climatique, elle peut atténuer, elle aurait pour travail d'atténuer ces inégalités, mais aussi elle peut les amplifier, par exemple si comme une taxe carbone affecte plus les personnes les plus vulnérables, etc. Donc ça, on y reviendra peut-être. Alors sur l'adaptation, je crois que j'ai peut-être presque fini. Quels sont les challenges? Alors d'abord, il faut avoir en tête quand même une chose, c'est qu'il y a une grande inertie climatique, ce qui fait que les augmentations de température qu'on va connaître dans les années proches correspondent à des gaz à effet de serre qu'on a déjà émis. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire contre. Même si on met au niveau mondial des politiques climatiques extrêmement sévères, l'inertie climatique est telle qu'on sait déjà en fait quelles vont être les augmentations de température dans les années proches, dans les 20 ans qui viennent. Donc il faut absolument s'adapter. Il faut apprendre à vivre dans un monde plus chaud en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'essayer de combattre le réchauffement, évidemment non, mais il faut aussi apprendre à vivre dans ce monde qui va être plus chaud. Donc à court terme, bon, c'est assez évident, il faut renforcer la prévention des risques. Donc il faut que les gens soient avertis de risques d'inondation, tempêtes, canicules aussi, qu'il y ait des choses qui permettent d'alerter, etc. Bon, ça, c'est pas trop dur à faire. À plus long terme, c'est plus compliqué. Parce qu'à moyen, long terme, il faut vraiment que la société réfléchisse collectivement, soit globalement, soit localement, en fait, à ce qu'on veut garder absolument et ce qu'on accepte d'abandonner ou de transformer. Et c'est pas du tout évident. C'est compliqué. Ce genre de transition est compliqué à accepter et à vivre, quoi. Donc j'ai mis là quelques exemples. Par exemple, pensez à l'agriculture. On va avoir des problèmes d'eau. Plus de température plus élevée, ça veut dire plus de sécheresse et problèmes d'eau. Est-ce qu'on garde tout le système de culture en France, par exemple, tel qu'il est maintenant, ou est-ce qu'on se dit que, ben non, à la place du maïs très gourmand en eau, on va plutôt planter du sorgho? Moi, j'en sais rien, je ne connais pas bien l'agriculture, mais clairement, il faut réfléchir à ces questions-là. Est-ce qu'on va adapter les pratiques agricoles ou est-ce qu'on veut absolument conserver les pratiques actuelles? La neige, la montagne. Est-ce qu'on veut absolument conserver le ski dans les petites stations de montagne? Donc investir dans des canons à neige, etc. Ce qui ne semble pas non plus une idée absolument géniale, mais bon, peut-être qu'on peut décider qu'on veut ça. Enfin, il faut le décider, quoi. Les digues. Est-ce qu'on a vraiment envie de protéger tout par des digues, tout ce qui risque d'être inondé, ou est-ce qu'on va remodeler l'espace en abandonnant les régions inondables, en augmentant les zones d'expansion des crues, au détriment de recul de certaines activités? Les économies ne sont pas la réponse, on ne sait pas en fait. C'est vraiment la société qui doit décider de ça. Mais je pense qu'il faut vraiment y réfléchir parce que ça conditionnera nos capacités d'adaptation. Quelles que soient les solutions retenues, si on veut faire des digues, si on veut faire des bassines pour l'eau, si on veut faire des canons à neige partout, ça va demander de l'argent. Donc il y aura de gros besoins d'investissement. Et donc ça, c'est évidemment compliqué dans une période où on a quelques petits soucis budgétaires, comme vous savez. Donc
je pense que, voilà, là non plus, je n'ai pas la réponse, hein, mais les besoins d'investissement vont être importants, à la fois pour protéger les gens les plus vulnérables, pour les aider à s'adapter, et puis quand on a décidé de reconvertir des territoires, des activités, donc juste pour le faire, quoi. Tout bien considéré, toutes les études économiques, vraiment unanimes, vous disent que cet argent qu'on va dépenser pour l'adaptation et aussi pour l'atténuation, c'est de l'argent bien dépensé. C'est-à-dire que ce sera beaucoup moins coûteux que le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction, ça veut dire si on ne fait rien pour s'adapter et qu'on ne fait pas de politique climatique sérieuse. Là, les augmentations de température vont être énormes, les événements extrêmes vont être vraiment colossaux. Et là, on va rentrer dans des territoires inconnus où les pertes de PIB, les pertes de bien-être vont être extrêmement élevées. Donc c'est de l'argent bien dépensé. Voilà mon deuxième message. Merci. Comment? On se met là? Ok. Ah oui, je vais demander aux intervenants qui ont parlé de venir sur scène. Professeur Aguillon, je vous invite à aller vous asseoir avec Madame Schubert. Comme ça, on va pouvoir prendre les questions. Voilà. Antoine, est-ce que tu peux... Très bien. Non, on va prendre d'abord les questions des étudiants de Toulouse qui ont préparé. On va les lui donner. Voilà. Marc-Antoine. Du coup, bonjour. Je suis un étudiant du coup de Joséphine Baker. Merci pour votre présentation. J'avais une question pour vous, Monsieur Aguillon. Les innovations, ça va être les entreprises qui les font et qui font des investissements du coup risqués, parce qu'il n'y a pas forcément de chances que ça aboutisse forcément. Le fait est que ces innovations-là, elles mettent du temps à arriver, elles ne sont pas instantanées. Donc est-ce que miser tous nos espoirs pour ralentir, même stopper le réchauffement climatique, sur des innovations qui mettent du temps à arriver et qui ne sont même pas sûres d'arriver, c'est pas risqué un petit peu? Alors, le micro est là. On peut répondre. On a besoin de micro, vraiment, ou pas tellement? Non, mais oui, on a le micro là. Oui, non, mais c'est impeccable. Oui, c'est bon. D'accord. Donc, en fait, posez une très bonne question. D'abord, il y a déjà des technologies qui sont disponibles, qu'on peut améliorer. Vous voyez, donc c'est de l'innovation à la marge. Donc, déjà, de diffuser ces technologies, notamment aux pays émergents, vous voyez, déjà, ça serait déjà très important. C'est-à-dire qu'il y a déjà un effort qu'on peut faire. Nous, pour investir davantage, par exemple, les centrales nucléaires, nous, on sait construire des centrales nucléaires. Donc, on a pris du retard, on a fait des grosses bêtises en France. On a décidé à un moment donné qu'il fallait arrêter les centrales nucléaires. Je pense que c'était une grosse erreur. Et maintenant, on a compris qu'on a fait une grosse erreur. On a essayé de rattraper. Mais on avait la technologie, quoi. Donc là, il s'agit de faire davantage de ce qu'on a fait. Les Allemands, ils ont fait une grosse bêtise, ils ont décidé qu'ils arrêtaient le nucléaire. Moi, j'étais chez un ami, il habite à Bonn, il est sur le Rhin, et tu vois sans arrêt des énormes péniches, elles sont géantes là, sur le Rhin, et elles transportent du charbon, d'accord? C'est ça la réalité. Donc, déjà, avec ce qu'on a, on peut faire des choix plus intelligents. Et puis, on peut diffuser des technologies déjà que nous avons, nous, vers des pays émergents. Alors, il faut les subventionner, comme tu diffuses des vaccins, tu vois. Donc, déjà, avec ce qu'on a, on peut faire beaucoup mieux. Et puis, il y a une autre truc, c'est les sources d'énergie intermédiaires. Par exemple, les Américains ont découvert le gaz de schiste. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument faire du gaz. Nous, on a le nucléaire, donc on a une chance. Mais le gaz de schiste, il y a eu tout le débat, est-ce qu'il faut ou pas exploiter le gaz de schiste aux États-Unis? Ce qui s'est passé, c'est quand ils ont exploité le gaz de schiste, eh bien, ça a fait baisser la pollution aux États-Unis, parce que c'est moins polluant que le charbon. Mais en même temps, la question, c'est qu'il ne faut pas que ça détourne de la nécessaire effort d'innovation dans le renouvelable, dans la fusion nucléaire, dans des technologies qui, à terme, vont être celles qui vont nous aider. Voyez. Donc, il faut gérer. Donc, il y a un problème de transition énergétique. C'est déjà d'utiliser ce qu'on a au mieux, et en même temps faire le maximum d'innovation pour avoir des sources plus durables d'énergie. Je pense à la fusion nucléaire. Le jour où on arrive à résoudre le problème de la fusion nucléaire, là, on a fait un pas gigantesque. Et dans l'amélioration et dans l'adaptation. Donc, vous voyez, c'est comme ça que je vois la transition un peu, la transition énergétique. Mais je ne sais pas si toi, tu avais... Voilà, donc Kathleen... D'accord. Voilà. Et juste une précision, quand vous regardez les rapports du GIEC et les projections qu'ils font, il n'y a
aucune projection qui exclut le fait d'avoir recours aux innovations. En fait, on se rend compte que si on prend en compte uniquement la sobriété, c'est-à-dire des changements de comportement, de modèles de société, on va diminuer un petit peu, mais on restera toujours à 1,5 degré de plus par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc même le GIEC, dans ce scénario de décroissance, enfin de décroissance des émissions, pas de décroissance économique, parle bien du fait qu'il faudra à un moment donné avoir recours à des innovations qui vont permettre de diminuer les émissions. Si je peux juste un mot là-dessus, parce que c'est pas inintéressant. Dans tous les scénarios du GIEC, en effet, donc vous savez sans doute que l'objectif qu'on s'est donné, c'est d'arriver à ce qu'on appelle zéro émission nette pour ne plus augmenter la température. Donc il faut qu'à un moment donné, alors bon, ça dépend quand, mais zéro émission nette, ça veut dire quoi zéro émission nette? Ça veut dire que tout ce qui sera émis, toutes les émissions de carbone qu'on continuera à faire, parce qu'il y a des domaines où on n'arrivera pas à aller à zéro, par exemple en agriculture ou peut-être l'aviation, enfin la chimie, on n'arrivera pas à aller à zéro. Toutes ces émissions doivent être compensées. Et comment elles sont compensées? Soit en plantant des forêts, parce que les forêts, en gros, les forêts absorbent le carbone dans leur croissance, mais on voit bien qu'on ne peut pas planter des forêts sur toute la surface de la Terre, soit par des moyens technologiques. Et là, on retombe sur l'innovation. Quand on lit les choses auxquelles pensent les gens, on se dit, mais ils sont fous, on ne va jamais y arriver. Mais peut-être quand même, par exemple, tout ça, ça consiste à aller rechercher par des moyens technologiques, à aller capturer dans l'air les molécules de carbone. Donc, c'est pas mature, ces choses-là, on ne sait pas encore très bien le faire, mais enfin, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Et voilà, c'est un exemple de choses qui, même si on n'y croit pas trop, en fait, ça se trouve dans tous les scénarios du GIEC, quoi. Sans ça, on ne va pas y arriver. Peut-être une autre question? Bonjour. Moi, j'avais une question pour vous deux. C'était, si on se repose vraiment sur les recherches et l'innovation, que faudrait-il faire si, à l'avenir, d'autres dirigeants décident de couper les budgets de la recherche comme l'a fait Trump récemment? Bon, ça, à mon avis, c'est l'horreur la plus absolue. Enfin, c'est vraiment la boulette. Enfin, je sais pas de quoi dire d'autre. Enfin, il me semble que s'il y a vraiment des budgets qu'il ne faut pas couper, c'est bien la recherche et l'éducation. Enfin, je sais pas. Oui, ben voilà, on est bien répondu. Hein. Et nous, on a un danger qui nous guette chez nous. Hein. Donc, ne faisons pas la même chose chez nous dans 16 mois. Hein. Voilà. Donc, je crois que ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'empêcher qu'il y ait des réplicas de ce qui se passe aux États-Unis dans nos pays à nous. Voilà, je crois que... C'est même impossible. On a le rapport Draghi, vous savez que vous avez entendu parler du rapport Draghi, qui est un rapport qui dit que normalement, notamment dans les énergies vertes, il y a un gros effort européen de politique industrielle verte à faire. Et c'est évident que si se développent des expériences comme ce que nous avons en ce moment aux États-Unis, en Europe, ben c'est l'arrêt de la mise en œuvre du rapport Draghi, quoi. Voilà. Donc voilà, déjà, vous savez, il y a toujours ce qu'on doit faire et il y a ce qu'il faut éviter de faire, voyez. Oui. Et c'est aussi important l'un que l'autre. Ouais. Merci. Juste, est-ce qu'il y a des questions ailleurs dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent poser des questions? Voilà, super. Merci beaucoup. Oui, du coup j'ai une question. Si les Français ils veulent développer leur croissance, sachant qu'ils ont beaucoup de territoires à l'outre-mer, du coup ils vont leur donner, je sais pas, de la nouvelle technologie qui vient de France. Du coup ça va créer la pollution, non? Et comment on peut résoudre ce problème? C'est-à-dire... Vas-y. Non. Donc tu veux dire, je veux de la croissance sans les... Je ne comprends pas bien. C'est-à-dire que tu veux générer de la croissance et ton problème, c'est que C'est qu'en générant cette croissance, en la transportant, je ne sais pas, aux Caraïbes, par exemple, bah, ça va générer de la pollution, non? Avec l'avion, peut-être le bateau. Ah, les transferts de technologie peuvent être polluants eux-mêmes, quoi. C'est ça, parce que je transforme... Oui, mais si en même temps, j'arrive à... D'abord, tu sais, les idées, tu n'as pas besoin de l'avion pour transporter des idées. Hein. Donc, tu peux transporter des idées sans rien dépenser, pratiquement comme énergie. Donc, je pense qu'on va pouvoir transférer des technologies dans d'autres pays et leur donner les technologies. Alors après, il y a des matériels que tu transportes, mais si c'est une fois pour toutes, il y a un aspect coût fixe et un aspect
continue. Peut-être que ça peut coûter une fois de transporter une usine, mais une fois que l'usine propre elle est mise en place, ben, tu as de manière permanente tu vois, une production propre. Donc tu as un élément qui est un élément, disons, mais je dirais même de coût, comment on dit sans cost on ne sait pas le dire. Oui, voilà, de coût d'établissement, tu vois, qui est une fois, et après tu as un fonctionnement. Je crois pas vraiment que le transfert de technologie soit lui-même très polluant en lui-même, quoi. Et je pense qu'il permettra certainement, si c'est pour transférer des technologies vertes, il permet beaucoup plus, à mon avis, d'économiser en émissions de CO2 que de générer du CO2. C'est un peu comme l'IA, tu vois, l'IA utilise beaucoup d'énergie, mais tu peux utiliser l'IA pour économiser de l'énergie également. Donc il faut regarder le bilan total. Il y a un cas qui n'est pas inintéressant, par exemple, c'est l'agriculture. On voit bien que historiquement, les progrès de l'agriculture, ça s'est accompagné du fait, enfin, ça a été causé par le fait qu'on s'est mis à utiliser les pesticides et les engrais. Et donc, ça a permis une augmentation des rendements très important, mais au prix, effectivement, au prix du fait qu'on a pollué les sols, on a pollué l'eau. Enfin, donc, il y a eu, en effet, cette croissance des rendements de l'agriculture s'est accompagnée de ces effets très négatifs. Donc, tout le but du jeu, maintenant qu'on a compris, parce qu'on ne savait pas trop, en fait, que ça allait produire ces effets catastrophiques, mais maintenant qu'on a compris ça, tout le but du jeu, c'est de pouvoir continuer à faire des choses avec de meilleures technologies qui n'auraient pas ces effets secondaires. C'est ça qui est compliqué. Pour l'agriculture, par exemple, comment faire maintenant pour continuer à avoir des rendements élevés en diminuant l'utilisation de pesticides et d'engrais? Ben, sûrement que c'est des méthodes hyper pointues, en fait, qui nécessitent... des méthodes culturales beaucoup plus complexes, beaucoup plus liées sur des innovations, etc. Donc il faut en fait dépasser cette phase où la croissance s'accompagne de la pollution. C'est la courbe qui redescend comme ça, c'est ce que disait Philippe, quoi, je pense. Je me permets juste de compléter la question, puisqu'effectivement on sait qu'on est dans un plein questionnement sur la réindustrialisation de l'Europe. Oui. Est-ce que vous pensiez que la réindustrialisation qu'on est en train de prendre suit justement ces préceptes de bonne gouvernance environnementale? Alors c'est vrai, tu as raison, il peut y avoir un paradoxe. Je vous ai dit tout à l'heure que aller vers les services, ça tend à polluer moins par les transports, certains transports. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a l'idée de dire je dois réindustrialiser en partie pour l'Europe, c'est surtout, mais c'est réindustrialisé par l'innovation. Donc c'est là qu'à nouveau, il faut essayer de faire que l'innovation soit verte, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste dire je réindustrialise, point barre. Il faut faire une politique industrielle verte, voilà, qui pousse à l'innovation verte. Je crois que c'est là qu'il faut que... C'est pas juste plus réindustrialiser, c'est diriger le changement, la direction de la réindustrialisation. C'est très important. Et donc c'est important qu'on réindustrialise, et c'est mieux d'ailleurs que nous produisions... Parce que sinon, si on n'industrialise pas, ça veut dire qu'on importe, tu vois, des biens manufacturiers d'endroits qui les produisent de manière plus polluante aussi, tu vois. Donc, il faut regarder le bilan global. Si réindustrialiser, ça veut dire que ça nous permet de moins importer d'endroits qui polluent. Enfin, tu vois, voilà, en même temps, je veux que ces endroits se développent aussi. Donc, c'est ça qui fait la complication du problème. D'accord. Une autre question dans la salle? Oui, là-bas. J'avais une question, du coup, je voulais savoir, selon vous, comment l'État peut-il encourager l'innovation verte sans freiner la concurrence? Sans freiner la concurrence. Sans aller contre la concurrence. Sans freiner la concurrence. Freiner? Sans freiner. Sans freiner. Ah, voilà, d'accord. Alors, est-ce que tu veux, Kathleen, tu veux répondre un peu là-dessus? Je ne sais pas trop. Voilà. Alors, sur la concurrence, je crois que une des manières de le faire, c'est la DARPA, c'est la ARPA Énergie. Qu'est-ce que c'est que le manière ARPA? Tu fais une vraie politique industrielle verte, tu vois, l'État intervient, mais l'État, au lieu de dire je choisis telle entreprise ou telle entreprise, tu dis j'ai une mission à remplir et j'ai des gens qui sont en charge, des chefs d'équipe pour 3 ans, pour remplir ces missions.
et elles peuvent susciter des projets concurrents. Tu vois ce que je veux dire? Cofinancer des projets concurrents. Et les Chinois font pas mal ça, en fait. Les Chinois font de la politique industrielle avec de la concurrence. Ils mettent plusieurs entreprises en concurrence. Les Américains le font un peu par là, ARPA Énergie, qui est une manière pro-concurrence. Donc il y a une manière de faire de la politique industrielle qui n'est pas « je choisis un tel ou un tel », mais qui est une politique industrielle de cette façon-là, de la manière ARPA. C'est-à-dire une partie qui vient de haut en bas, et puis une partie qui va de bas en haut, où à un moment donné, les chefs d'équipe disent, comme les labs, tu vois, les labs pour les vaccins ARN messager, tu avais plein de labs qui ont produit des vaccins ARN messager. Eh bien, pareil, tu peux avoir tout à fait de la concurrence pour remplir ta mission et de susciter plein de projets concurrents. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est ne pas cibler une entreprise, mais se dire, je prends un secteur comme la transition énergétique et je fais une politique industrielle pro-concurrence. C'est ce qu'ont fait les Chinois avec l'industrie automobile, les véhicules électriques. Voilà. Ils ont fait ça. Voilà. Et ça marche bien. Ouais. Une dernière question peut-être là-bas. Bonjour. Est-ce que selon vous, la taxe Zuckman sur les grandes fortunes peut être un levier pour financer la transition écologique, et, oui, la réponse est clairement non. Alors je vais vous dire pourquoi. Non mais j'aime beaucoup Gabriel Zuckman, on le connaît, il est très sympathique et il est très bien. Moi je ne suis pas d'accord avec toi. On n'est pas d'accord là-dessus. Bon. On va écouter les deux points de vue. Alors je vais parler. Non. Alors là, ça c'est non, pas du tout. Donc là, on a un sujet. Vous allez avoir deux réponses différentes et c'est important que vous les ayez parce que l'économie c'est un débat et il faut apprendre à débattre. Pourquoi je ne suis pas favorable à la taxe Zuckman? D'abord, vous me direz qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui a une taxe Zuckman. Aucun. Les pays scandinaves, très redistributifs, n'ont pas de taxe Zuckman. Les Chinois, dirigés par un parti communiste, ou le Vietnam, dirigé par un parti communiste, n'ont pas de taxe Zuckman. Pourquoi je suis contre la taxe Zuckman? Je suis contre la taxe Zuckman parce qu'elle taxe des revenus qui n'ont pas été réalisés. C'est ça que je n'aime pas. Moi, de taxer les gens qui ont de l'argent, oui. Par exemple, en France, il y a un abus de la niche Dutreil. Qu'est-ce que c'est que la niche Dutreil? C'est une niche qui vous permet de transmettre des biens à vos enfants. Alors les entreprises, c'est important parce que ça permet une continuité de l'emploi. Mais il y a des gens en France qui mettent des biens non professionnels dans la niche Dutreil. Ça, je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui forment des holdings patrimoniales pour ne pas payer d'impôts et s'acheter des avions personnels et des chalets personnels. Ça, je ne suis pas d'accord non plus. Donc je suis un bon social-démocrate, je suis pour la redistribution, je suis pour lutter contre les optimisations abusives, niche holding, à fond, d'accord? Mais le problème que j'ai avec la taxe Zuckman, c'est que la taxe Zuckman pénalise l'innovation. Pourquoi elle pénalise l'innovation? Parce que je suis quelqu'un qui veut créer une entreprise, elle est valorisée, mais ma valorisation, elle est volatile, elle est incertaine, et je ne réalise pas de profit au début quand je crée une entreprise. Eh bien, avec le schéma Zuckman, eh bien, ça n'a aucune importance que tu réalises aucun profit, puisque tu es valorisé, tu dois aller payer sur la base de ta valorisation. Or, la valorisation pour les activités très innovantes, comme par exemple en IA, tu vois par exemple Mistral ou d'autres, c'est très volatile. Tu peux avoir l'éclatement de la bulle IA demain. Et la valorisation à 12 milliards de M. Manch, elle tombe à 3 milliards. Et M. Manch, il aura dû emprunter pour payer des impôts sur un revenu qu'il n'a pas généré. Donc là, le résultat est très simple. Tu mets la taxe Zuckman en France, l'IA par ailleurs. Et moi, je dis, je mets la clé sous la porte et je ne fais pas d'innovation. Donc je veux, moi, si tu veux, je considère que c'est très important. Tu ne peux distribuer que ce que tu ne peux produire. Et tu produis plus en innovant plus. Donc je ne veux surtout pas décourager l'innovation. Mais cela étant, je veux que ceux qui ont accumulé de la richesse contribuent ce qu'ils doivent contribuer. Donc ça, c'est ma vision, c'est la vision des sociodémocrates scandinaves. Il n'y a qu'un pays, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des prix Nobel qui ont signé une tribune pour la taxe Zuckman. Aucun d'entre eux n'est en France et ne seront jamais sujets à la taxe Zuckman. Et ils sont tous financés par des gens très riches qui ne les financeraient jamais s'ils avaient la taxe Zuckman. Dont une amie qui part en Suisse demain et qui va être financée par quelqu'un qui, s'il y avait la taxe Zuckman, tu peux être certain qu'il n'aurait pas eu le financement. Voilà. Donc je veux être très clair sur la taxe Zuckman. Pourquoi je pense? C'est une taxe anti-innovation et c'est de l'anti-Draghi. Tu mets la taxe Zuckman, c'est le contraire de ce que Draghi dit qu'il faudrait faire. Et tu es néanmoins redistributif, néanmoins, je suis pour l'éducation. Moi, tu veux, ma manière à moi, mon obsession, c'est les gens.
c'est les pauvres, comme je dis, ou c'est les gens de milieux défavorisés, et je veux qu'ils aient leur chance. Donc je veux une école très bien financée, un système de santé très bien financé, une flexi-sécurité très bien financée, et c'est ça que tu as dans les pays scandinaves. Voilà, et c'est ça mon attitude à moi, c'est de dire que moi, mon obsession, c'est que de quelque milieu social que tu viens, tu aies toutes les chances d'arriver, toutes les chances de pouvoir progresser, et que tu aies une mobilité sociale maximum. Moi, c'est ma manière à moi voilà, c'est mon approche à moi, voilà. Maintenant, Madame Schubert, peut-être. Je suis contre ça. Alors, Kathleen, all yours, voilà. Ouais, allez-y. Juste un petit mot. En fait, sur ce que tu viens de dire, je suis d'accord, tu as raison. Simplement, ce que je pense, c'est que c'est une question de pondération des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, en effet, c'est que les gens très innovants comme Arthur Mensch risquent de partir en Suisse ou ailleurs. Ça, c'est exact. Et donc, il faut pondérer ce type d'inconvénients-là avec les avantages qui font que ça va remettre un peu les choses quand même, ça va remettre un peu de justice fiscale dans le paysage fiscal français, quoi. Parce que quand même, pour les gens modestes, c'est difficile à avaler que les taux d'imposition des gens les plus riches soient plus faibles que les leurs. Enfin, c'est un peu... Bah, tu parles des 0,00001. Oui. Tu vois, voilà. Tu parles pas de... On est quand même un pays très redistribué. Il faut quand même... On peut débattre à l'infini sur la redistribution. Mais enfin, la France n'est pas le pays le moins redistributif au monde. Non, après impôt, le ratio entre les 10%, le revenu des 10% qui gagnent le plus et les 10% qui gagnent le moins passe de 18 à 3 avant versus après impôt. On peut faire beaucoup plus sur les niches et les holdings, ça je suis entièrement d'accord. Et déjà, si on fait tout ça, on est le pays le plus redistributif au monde de loin. Donc si on fait tout ça, et on n'a pas besoin de taxer l'innovation. Donc si déjà on fait ça, ça serait déjà formidable. Mais enfin bon, ça c'est mon... Il y a juste un exemple que je veux donner, mais c'est un exemple qui est en ta faveur, donc je ne sais pas si c'est une très bonne idée de le donner, mais il y a François Hollande qui a mis en place, quand il était président de la République, une taxe sur les yachts. Les yachts, c'est vraiment un truc de luxe de base. Voilà. Et les yachts... Et maintenant, en France, les yachts immatriculés en France, il n'y en a plus que 3. Donc, effectivement, l'argument comme quoi les gens sont mobiles, les gens très riches sont mobiles et risquent de partir, c'est pas totalement dénué de pertinence. Mais on sait pas. Il faut quand même taxer, quoi. On est d'accord. C'est vrai qu'on n'est pas des ultra-libéraux qui disent on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas taxer. Alors, on va juste... Attends. Un peu trop vite. Marc-Antoine, je sais que tu avais une dernière question. Donc, question courte, réponse courte. Et après, on ira à la pause. Quelle est ta question ? Et on terminera sur ça et on pourra applaudir. Moi, ma dernière question, c'était sur l'innovation verte, en fait, parce que objectivement, jusqu'à maintenant, la majorité des innovations qui sont arrivées pour limiter un petit peu l'impact de l'industrie sur le climatique, ce sont des innovations qui nécessitent des minerais plutôt rares. Même par exemple, les voitures électriques, les batteries, ça nécessite des minerais qui nécessitent eux-mêmes des mines extrêmement polluantes. Donc est-ce que en motivant plus l'innovation verte qui nécessite ces minerais-là, on ne va pas créer encore plus de problèmes environnementaux ? C'est exact. Donc la transition énergétique nécessite beaucoup de minerais. Donc non seulement des minerais assez classiques comme le cuivre, mais aussi des minerais plus rares, ce qu'on appelle les métaux critiques, etc. Alors... Donc il y a une première question qui est est-ce qu'on en a assez ? Bon, en général, les gens pensent que finalement, oui, on en a beaucoup, en réalité, dans la croûte terrestre. Deuxième question, c'est que le raffinage de ces minerais et le pouvoir de marché est en Chine. Donc c'est la Chine, en fait, qui raffine tous ces minerais. Donc si la Chine décide demain de couper le robinet, c'est vrai qu'on va avoir un gros problème. Ça, c'est vraiment le monopole de la Chine sur ces minerais. Et puis il y a troisièmement le caractère polluant de l'exploitation. Donc c'est vrai que les mines, c'est extrêmement polluant. Donc, et que jusqu'à présent, en Europe, on ne voulait pas en fait ouvrir de nouvelles mines. Les gens sont très hostiles à voir une nouvelle mine ouverte à côté de chez eux. C'est en train de changer. Donc je crois que vous avez raison dans ce que vous dites. Hein, c'est en train de changer. Donc on va probablement voir des nouvelles mines qui vont s'ouvrir en Europe. Et donc là, de nouveau, tout l'enjeu, c'est de faire mieux pour ces mines que ce qu'on a fait auparavant, faire des choses moins sales, qui utiliseront moins d'eau, moins de produits chimiques, qui prendront moins de terre, etc. Donc là aussi, il faut des améliorations des techniques productives, quoi. Mais c'est pas gagné quand même. Hein. Donc, et sur la Lune, y a un vrai problème, et sur la Lune, on peut pas en chercher. Alors si tu es Elon Musk, tu peux, mais... Non, mais un programme NASA bis, non, mais t'as pas besoin d'Elon Musk, tu peux faire une NASA. C'est l'Europe, non, on peut pas, il y a pas. Je sais pas.
Je ne sais pas. Voilà. Oh, je vous propose juste d'arrêter là pour ces questions. Merci beaucoup.